Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le fils de l'ancien Premier ministre de Maurice, Pravind Jugnauth, vient de faire appel de sa condamnation auprès de la Cour suprême. Le 30 juin 2015, il avait en effet été reconnu coupable de conflit d'intérêts dans l'affaire du rachat d'une clinique. Le Togo en pleine rénovation de son urbanisation. Le chantier est titanesque, la construction anarchique des habitations, la forte concentration de la population, notamment dans la capitale Lomé, et la vétusteté du plan directeur date de l'époque coloniale. 234 milliards de francs CFA, c'est la somme que le Congo a mobilisée pour organiser les 11e Jeux africains. L'événement aura lieu du 4 au 19 septembre 2015 et rassemblera 8000 athlètes. Mais d'abord, à 2 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2015, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a été investi officiellement comme candidat ce samedi. Les travaux de la convention du parti ont commencé dans la capitale économique Abidjan. Le candidat de l'opposition a été publiquement adoubé par des membres du parti réunis dans la salle à Anoumabo du Palais de la Culture. Mais sa désignation est officielle depuis le 22 mai 2015, date du 4e congrès extraordinaire. C'est un véritable feuilleton judiciaire qui secoue l'île Maurice depuis plusieurs mois. Pravind Jugnauth, le fils du Premier ministre démissionnaire, Aneroun Jugnauth, a été reconnu coupable de conflit d'intérêts. Depuis le début du mois de juillet, c'est celui qui a lancé les poursuites à son encontre qui a été lui aussi soupçonné de conflit d'intérêts. Mais le fils du Premier ministre vient de faire appel de son jugement. Ibarra Djindjaï. À Maurice, Pravind Jugnauth, le fils du Premier ministre mauricien, Aneroun Jugnauth, a été reconnu coupable de conflit d'intérêts dans l'affaire Medpoint. Mais la saga judiciaire est loin d'être terminée. Pravind Jugnauth a décidé de faire appel de cette condamnation d'1 an de prison ferme auprès de la Cour suprême. Déjà, l'affaire commence en décembre 2010. L'État rachète une clinique, la clinique Medpoint. Le seul hic, c'est qu'à ce moment-là, le ministre des Finances du pays est Pravind Jugnauth. Et la clinique appartient à la sœur et l'époux de celle-ci du ministre des Finances. Donc la sœur et le beau-frère de Pravind Jugnauth. Et à ce moment-là, en décembre 2010, c'est Pravind Jugnauth, en tant que ministre des Finances, qui donne l'aval final pour le paiement de la somme due au vendeur. Moins d'1 an après, une enquête commence sur la vente de cette clinique. Les conséquences politiques pour Pravind Jugnauth sont nombreuses. Longtemps perçu aux yeux de nombreux Mauriciens comme le successeur de son père, Premier ministre Aneroun Jugnauth, cette affaire risque de compromettre son avenir politique. Et l'une des premières conséquences de cette enquête, c'est que la ministre de la Santé de l'époque est accusée de conflit d'intérêts. Et sur ces faits-là, une tension assez conséquente règne au sein du gouvernement, ce qui mène au départ de toute l'équipe de Pravind Jugnauth du gouvernement, c'est-à-dire de son parti, de la MSN, quitte le gouvernement en juillet-août 2011. Un peu plus tard, c'est Pravind Jugnauth également qui est poursuivi, cette fois-ci, pour conflit d'intérêts. Très rapidement après, ce qui va se passer, c'est que l'ancienne ministre de la Santé va voir les charges contre elle. Par contre, les charges contre Pravind Jugnauth, en tant que ministre des Finances, les charges pour conflit d'intérêts, sont maintenues. La procédure va être très longue, va durer quasiment 4 ans. Au cours de cette procédure, la défense de Pravind Jugnauth va soulever de nombreux éléments de procédure pour essayer de faire arrêter le procès, sans succès. Et donc on arrive au 30 juin 2015, Pravind Jugnauth est condamné pour conflit d'intérêts. La Cour suprême doit se prononcer au mois d'octobre 2015. 33 organisations des droits de l'homme demandent à la CENI et au gouvernement la libération des prisonniers politiques en République démocratique du Congo. Des ONG qui exigent la libération de ces prisonniers dont l'arrestation a été jugée arbitraire. Une démarche entreprise afin d'instaurer un climat apaisé en vue de l'organisation d'un scrutin présidentiel transparent. Ibarra Djindjaï. Des organisations non gouvernementales des droits de l'homme se mobilisent en République démocratique du Congo. Réunies le 6 août à Kinshasa, elles dénoncent les arrestations arbitraires, les détentions abusives, mais également les condamnations des opposants politiques, des défenseurs des droits de l'homme et des activistes pro-démocratie pour des motifs politiques ou d'opinion. Pour ces organisations, ces arrestations portent gravement atteinte aux principes de la démocratie et aux libertés fondamentales garanties par la Constitution de février 2006 et les instruments internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo. Cette
processus électoral ne peut pas être réellement libre et démocratique si le gouvernement n'arrivait pas à faire libérer des opposants, des membres de la société civile. Ces gens ont été arrêtés ou certains condamnés à cause de l'exercice de leur liberté publique à l'occasion de certaines prises de position qu'ils ont eu à prendre contre les tentatives de modification soit de la Constitution ou de la loi électorale. Donc, nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous considérons que ce sont des prisonniers politiques ou d'opinion et qu'ils doivent être libérés avant le démarrage prochain du processus électoral qui est totalement dans un enlisement pour qu'ils puissent y participer. Elles sont donc au total 33 organisations non gouvernementales des droits de l'homme à exiger la libération de ces prisonniers afin d'instaurer un climat apaisé et de favoriser l'organisation d'un scrutin présidentiel transparent. Comme on n'a jamais cessé de le dire, Yumi Ndongala et les autres amis qui sont incarnants sont bel et bien des prisonniers politiques personnels de M. Kabila. Nous sommes très contents parce que les défenseurs des droits de l'homme ont encore pris position pour réclamer officiellement leur libération et appeler le gouvernement congolais au respect des droits de l'homme, au respect de la démocratie. C'est ce que nous avons toujours exigé et demandé, nous, au niveau de la démocratie chrétienne. Ces ONG exhortent la CENI, la Commission électorale indépendante et le gouvernement à tenir les élections dans les délais. Rappelons que la présidentielle est prévue en 2016 en République démocratique du Congo et que l'éventualité d'une candidature du chef de l'État, Joseph Kabila, demeure une pomme de discorde dans le pays. Et la République démocratique du Congo qui a été frappée par un séisme à l'est de son territoire dans la nuit de jeudi à vendredi. Au moins une personne a perdu la vie dans l'effondrement d'un bâtiment dans la province du Sud Kivu. Et le Rwanda également touché par ce séisme de magnitude 5,6 sur l'échelle de Richter ce vendredi. L'épicentre a été localisé dans l'ouest du pays. Il s'étend sur 10 km de profondeur. C'est la deuxième fois qu'un tremblement de terre frappe le Rwanda en 7 ans. Il faut dire que la région est particulièrement propice au séisme car elle est située sur une faille sismique qui traverse également l'Ouganda, la Tanzanie et donc la République démocratique du Congo. L'architecture des villes africaines répond-elle encore aux réalités urbaines? La question préoccupe les dirigeants du continent. Au Togo, par exemple, un plan directeur a été élaboré. Entre autres objectifs, il vise à lutter contre la prolifération des habitations précaires et à donner un aspect nouveau au pays. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Les villes du Togo face à l'urbanisation croissante, la construction anarchique des habitations, la forte concentration de la population notamment dans la capitale Lomé et la vétusté du plan directeur dont a bénéficié le pays depuis la période coloniale font dire que les principales villes du Togo ont besoin d'être rénovées. L'accroissement du nombre de citadins à Lomé a été très rapide au cours des 20 dernières années. Des spécialistes craignent une explosion urbaine si rien n'est fait pour réaménager la ville et rendre sa banlieue habitable et attrayante. Aujourd'hui, il y a des villes, il y a des routes en construction. Je prends l'exemple de Lomé. Sur les tronçons, ils ont bien vu qu'avant l'implantation de la nouvelle voirie, il y a des taxis. Il n'y a pas d'endroit de stationnement pour ces taxis. On ne prend pas en compte l'urbanité des villes africaines. Les villes africaines ont des spécificités. On a des manières de fonctionner qui ne sont pas celles qu'on retrouve partout. Le gouvernement, conscient de la situation, a élaboré le plan directeur de plusieurs villes. Celui de Lomé connaît un début d'exécution. Outre les nouvelles routes construites ça et là, le gouvernement entend lutter contre la prolifération des bidonvilles ou des habitations précaires. Nous sommes en train aussi de faire l'effort pour que toute ville, toute localité à plus de 5000 habitants ait un chemin directeur pour pouvoir contrôler l'occupation de l'espace. Mais au Togo, quand même, nous avons des poches que nous pouvons dire que ce sont des bidonvilles. Mais nous sommes en train, avec le programme des Nations Unies, PPAB, donc ils sont en train de voir comment faire pour améliorer quand même les conditions de vie de cette population. En 1970, l'Afrique connaît seulement 8 agglomérations de plus d'1 million d'habitants. La réalité en 2015 est impressionnante. La question de l'architecture urbaine n'est pas spécifique au Togo. Elle doit aujourd'hui être prise en compte par l'ensemble des villes du continent.
Du sport pour terminer ce journal, et à moins d'un mois des 11e Jeux africains, le Congo se dit prêt à accueillir ce rendez-vous. 8000 athlètes et de nombreuses délégations en provenance de toute l'Afrique seront présents. Ce 50e anniversaire des Jeux a permis au pays organisateur de moderniser ses infrastructures. Plus de 234 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Yora Radinjai. Du 4 au 19 septembre 2015, la République du Congo accueille les 11e Jeux africains. Pour cette grande messe sportive, des délégations de toute l'Afrique vont converger vers Brazzaville, la capitale du Congo, et quelques 8000 athlètes sont attendus. C'est dire que les enjeux de ce rendez-vous sportif sont nombreux. C'est un grand honneur de faire que l'Afrique nous fasse confiance pour que le 50e anniversaire de ces Jeux puisse revenir ici au berceau de l'olympisme africain. Voilà pourquoi, effectivement, le président de la République a créé toutes les conditions pour que les Jeux africains, les 11e Jeux africains, qui sont les Jeux du cinquantenaire, puissent se dérouler ici. Et le peuple congolais est tout à fait engagé à réserver un accueil tout à fait chaleureux à toute l'Afrique sportive. Pour certains Congolais, cet événement doit être un moment de communion. Disons que c'est toujours des moments festifs pour la jeunesse et que c'est aussi une vitrine pour une nation. Contrairement à ceux qui pensent qu'il faut boycotter ces Jeux, moi je suis pas dans cette logique-là. Et là je vous parle en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant-chercheur et en tant que personne en contact de la jeunesse. Le sport réunifie les masses, je dirais même. C'est toujours un moment important que les portes du Congo s'ouvrent dans le monde. C'est aussi l'occasion pour que cette jeunesse puisse dire à l'égard du monde, oui, voilà, nous sommes ici, mais voilà aussi quelles sont nos conditions. Les Jeux sont également une fierté pour l'Afrique. Les enjeux de ces Jeux africains à Brazza, c'est à prendre sur deux dimensions. La première, c'est que il y a une volonté pour chaque continent d'organiser des jeux propres à eux en fonction de leurs spécificités. La deuxième dimension, plutôt l'enjeu, c'est pour le pays organisateur qui est le Congo, qui a abrité la première édition de cette compétition-là en 1965. Donc c'est une forme de cinquantenaire de ces jeux-là qu'ils organisent. Donc au-delà de l'aspect jeu aussi, il y a une certaine forme d'influence de la République du Congo. Et c'est de mettre en avant pour rayonner en termes de développement des infrastructures en matière de sport. Les Jeux africains devraient aussi avoir un impact sur la modernisation de la capitale congolaise. Plus de 234 milliards ont été mobilisés pour la construction d'infrastructures. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.